tous et bienvenue à cette quatrième vidéo de la formation R qui va porter sur le chapitre 4 du livre HTML qui porte sur les bases de données. Donc on va voir aujourd'hui comment on manipule une base de données en R, quel objet va stocker cela, comment on peut extraire des colonnes, des lignes, les remplacer. Et puis après on verra dans un deuxième temps comment est-ce qu'on peut importer des données en R, que ce soit des données qui proviennent de packages ou des données qui proviennent d'un fichier extérieur. Je commence tout de suite par vous rappeler cette bonne habitude de définir votre répertoire de travail au début de votre script. Je l'ai fait ici, vous voyez que ça va pointer vers le dossier qui se trouve ici. C'est le dossier du chapitre 4 dans lequel j'ai mis mon script et dans lequel j'ai mis un fichier de données qu'on utilisera par la suite, met.csv. Vous trouverez ce fichier dans le livre HTML. Dans le livre HTML, il y a un hyperlien qui vous permet de télécharger directement ce fichier. Donc, en exécutant cette ligne de commande, ça a déjà été fait d'ailleurs ici, vous allez changer votre répertoire de travail. Évidemment, il faut adapter le chemin de fichier à votre situation, donc là où vous voulez travailler. Et vous verrez ici que votre répertoire de travail va changer. Alors, une base de données, c'est un objet qui est utilisé énormément en stats parce que c'est un objet particulièrement pratique. Vous avez toute une série de lignes qui correspondent à des individus, toute une série de colonnes qui correspondent à des variables, et la base de données vous permet de stocker toutes ces informations-là dans un seul objet. Quelque part, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, à part qu'on n'a pas stocké dans un seul objet, mais on avait déjà travaillé avec un échantillon de 10 individus, on avait leur taille, on avait leur poids, on avait plein d'informations, et on avait stocké ça dans les vecteurs que je suis occupé à recréer. Mais ce n'était pas très naturel dans le sens où ces vecteurs sont des objets séparés. On voudrait pouvoir rassembler tout ça dans un objet commun, et c'est possible de le faire en R, et c'est possible de le faire à travers l'objet qu'on appelle un data frame. Comment est-ce qu'on crée un data frame? En utilisant la fonction data.frame, ce que vous voyez ici à la ligne 22. L'utilisation est assez simple. À l'intérieur de la parenthèse, vous mettez tout simplement tous les objets que vous voulez mettre dans votre data frame, enfin tous les objets, plus précisément tous les vecteurs qui vont composer les colonnes de votre base de données. Alors, petite précision ici, vous voyez, on a inclus les vecteurs taille, poids, réponse et sexe. Pour sexe, on a utilisé cette construction où j'ai mis sexe avec majuscule égale sexe avec minuscule. Si j'avais été au TP précédent, j'aurais dit c'est un argument qui est nommé. Bon, ici, c'est un petit peu différent, dans le sens où dans la fonction data.frame, il n'y a aucun argument qui s'appelle sexe. La construction ici est un peu différente. DataFrame fonctionne un petit peu différemment si vous voulez. Lorsque j'utilise cette construction dans le cadre de data.frame, c'est juste pour renommer ma colonne. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que évidemment ces colonnes vont avoir des noms. Le nom de base, ça va être le nom qui est indiqué ici, donc ils prennent directement le nom du vecteur, le nom de l'objet en lui-même. Par contre, vous pouvez lui préciser un autre nom grâce à cette construction. Donc là, vous allez avoir sexe avec majuscule. Et donc vous voyez en exécutant cette ligne de commande que dans votre environnement, quelque chose a été créé là. Donc on va revenir là-dessus dans 10 secondes. Mais vous pouvez déjà exécuter l'objet pour voir à quoi il ressemble. Et vous voyez que vous avez bien différentes colonnes qui correspondent à chaque vecteur qu'on a stocké dans notre base de données. Vous voyez bien que le nom pour sexe est bien sexe avec majuscule comme je l'ai dit. Et que vous avez 10 individus pour lesquels vous avez différentes valeurs. Alors ici dans l'environnement, vous avez des informations plus visuelles. Vous voyez les différents vecteurs qui sont stockés dans votre base de données, les différentes variables ou colonnes. Euh, Leur nature est précisée ici. Et ce qui est bien, c'est que dans une base de données, vous pouvez avoir des vecteurs de nature différente. Vous pouvez avoir des variables de nature différente. Contrairement aux vecteurs. On a vu quand on avait un vecteur qu'on ne pouvait pas mixer du caractère et du logique, du caractère et du numérique. On avait vu qu'il y avait un ordre de force, si on veut, et c'était cet ordre de force qui était appliqué pour quelque part transformer. Si vous mettez du numérique et du caractère, ça sera du caractère qui va ressortir. Lorsque vous avez une base de données, vous pouvez avoir tout à fait des colonnes qui sont numériques, des colonnes qui sont caractères,
sans problème. Ce qui est assez logique, je veux dire, c'est le principe même d'une base de données. Il peut y avoir des variables qui sont caractères, des variables qui sont numériques, sans aucun problème. Donc tout ça est précisé lorsque vous regardez ici, lorsque vous cliquez ici. Lorsque vous cliquez ici à droite, dans l'espèce de petit tableau qui représente une base de données, un onglet s'ouvre ici à droite de votre script et vous voyez la base de données de façon interactive. Pourquoi interactive? Parce que vous pouvez utiliser les flèches ici pour trier, par exemple par taille, en ordre croissant. Si je reclique ordre décroissant, je peux faire par poids, ordre décroissant, je peux retrier après par observation, par individu. Vous pouvez aussi filtrer. Alors pour filtrer, on va aller ici, on va préciser ce qu'on veut filtrer. Donc je veux les individus qui font entre 1m65 et 1m85. Et vous voyez qu'il va restreindre la base de données à ces individus-là. Vous pouvez encore filtrer plus et dire je veux les individus qui sont en plus, qui sont entre 70 et 85 kg. Et donc évidemment, vous allez filtrer plus en plus votre base de données, ce qui vous permet d'avoir une certaine visualisation sur vos données. Je précise de façon quand même assez importante que c'est une visualisation instantanée. Ça ne change en rien l'objet MyData. Vous voyez toujours que MyData, c'est un objet avec 10 observations, 4 variables. Rien n'a changé, rien n'a été redéfini au niveau de cet objet. C'est purement de la visualisation. Ok, alors, lorsque vous travaillez sur un data frame, il y a toute une série de fonctions de base qui vont vous aider. La première, c'est la fonction str, on l'a déjà vu. Que fait la fonction str? En fait, elle vous donne exactement ce qu'il y avait dans l'environnement ici, lorsque je cliquais sur l'espèce de flèche bleue. Dim vous donne la dimension de votre base de données, donc le nombre de lignes d'abord et le nombre de colonnes ensuite. Encol vous donne le nombre de colonnes, nrow vous donne le nombre de lignes. Names vous donne le nom des colonnes. Donc vous voyez que le nom des colonnes c'est taille, poids, réponse et sexe. Vous pouvez utiliser cela pour les réassigner. Donc si je fais maintenant une réassignation, que je vais mettre réponse avec majuscule, vous voyez que je peux aller voir dans ma base de données en utilisant la vision interactive. Vous voyez que réponse prend maintenant une majuscule. Je vais enlever ce que j'ai fait parce que sinon ça va risquer de poser problème dans la suite de mon script. Et pour les lignes, vous devez mettre row.names pour préciser que c'est le nom des lignes. Et là, il va vous dire que ça va de 1 à 10. Ok. Des autres fonctions utiles, vous avez add, tail et summary. Add et tail, c'est des fonctions qui sont modérément utiles. À quoi ça sert? Ça sert à avoir en fait le début de votre base de données. C'est particulièrement utile quand vous avez une base de données où vous avez des milliers d'observations. Évidemment, vous n'allez pas faire juste MyData parce que vous auriez toute la base de données dans la console, ça serait illisible. Donc, add MyData, tail MyData, ça vous permet d'avoir le début de votre base de données et enfin quelques observations au début plutôt et quelques observations à la fin. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ressemble la base de données. Une fonction qui est par contre très utile, c'est la fonction summary. La fonction summary, elle vous donne quoi? Elle vous donne un résumé de chaque variable. Et le résumé s'adapte à la nature de cette variable. Alors, le résumé n'est pas très intéressant pour les variables caractères. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On a une variable qui est de taille 10, c'est une variable type caractère. Par contre, pour les variables numériques, là c'est très intéressant parce que vous avez plein d'informations statistiques comme le minimum, le maximum, la médiane, la moyenne, le premier quartile et le troisième quartile. Vous avez aussi une information intéressante pour les facteurs, où là, on vous donne le nombre de personnes dans chacune des catégories. Alors, un point qui est intéressant à mentionner, c'est que s'il y avait des valeurs manquantes, et on va le simuler en live, imaginons que le deuxième individu n'a pas donné sa taille, je réexécute ma base de données et je vérifie pour voir si c'est bien le cas. Oui, la valeur manquante a été ajoutée. Summary va prendre ça en compte. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je vous avais dit qu'il y avait toute une série de fonctions qui avaient un argument na.rem qu'il fallait changer pour qu'on puisse négliger les valeurs manquantes dans
dans le vecteur. Par exemple, si je calcule la moyenne en utilisant min, que je fais min de taille, maintenant il va me dire NA. Si je fais na.rem égale true, là il va me dire la moyenne qui est exactement ce qui apparaît là-dedans. Mais donc, summary va par lui-même ajouter quelque part cette option lorsqu'il y a des valeurs manquantes. Et d'ailleurs, vous voyez que dans summary, il vous dit qu'il y a des valeurs manquantes. Il vous dit le nombre de NA et il y en a un. Alors, je reviens en arrière, encore une fois pour coller le plus possible à la situation du livre HTML. Et on en était au point où on cherche à accéder à un élément. Donc on sait comment accéder à un élément d'un vecteur, on l'a vu au chapitre 2. Il suffit d'utiliser les crochets carrés et d'indiquer le numéro de l'objet qui m'intéresse, de l'élément qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour une base de données? Exactement pareil, à part que maintenant il y a des lignes et des colonnes. Et donc je vais devoir lui préciser des lignes, je vais devoir lui préciser des colonnes. Et pour faire la distinction entre les deux, je place la virgule. Donc ça c'est quoi? C'est accéder à l'élément à la ligne 3 et à la colonne 2. Je peux le faire en donnant plutôt que le numéro de la colonne, en donnant le nom de la colonne. Ou je peux utiliser cette construction que moi personnellement je trouve la plus interactive et la plus facile. C'est la construction avec le dollar. C'est une construction un petit peu différente qui utilise pas mal ce qu'on appelle l'autocomplétion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous tapez myD, vous voyez déjà qu'il vous propose l'objet myData. Je appuie sur Enter, il me le complète. J'appuie sur le dollar et là toutes les variables apparaissent et vous pouvez la sélectionner directement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la façon la plus interactive. Et là évidemment vous avez, étant donné que la colonne poids a déjà été choisie, quelque part c'est un vecteur. Et donc là il n'y a plus besoin de virgule. Il n'y a plus de colonne. Vu qu'on s'est restreint à poids, je peux directement dire qu'il s'agit de l'individu numéro 3. Et donc évidemment, ces trois lignes de commande donnent exactement le même résultat. Je peux accéder à plusieurs observations si je veux, il suffit de mettre des vecteurs ici. Et là, je vais accéder par exemple aux observations 3 et 4. Je peux dire colonne 2 et 3 pour, encore une fois, les observations 3 et 4. Et là, vous voyez que, évidemment, c'est une nouvelle mini base de données, un sous-ensemble de la base de données qui est sorti par la ligne de commande. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner des colonnes et des lignes entières? Exactement le même fonctionnement, à part que du côté, donc imaginons qu'on veuille sélectionner une colonne entière. Au niveau de la colonne, évidemment, il faut préciser laquelle on veut, mais au niveau des lignes, puisqu'on veut tout, on ne met rien. Mais, encore une fois, la virgule reste importante. Si je fais juste myData $1, bon, ici ça marche, mais dans certains cas ça ne marchera pas, notamment lorsqu'on fait au niveau des lignes. Il faut absolument mettre la virgule. Sinon il ne comprend pas. En fait, de base, si vous ne mettez pas la virgule, il se dit que c'est la colonne 1 qu'il vous faut. Donc ici, évidemment, ça va marcher. Mais si c'était pour une ligne, ça ne marcherait pas. Donc vous devez mettre la virgule et lui dire je veux la colonne 1 et à gauche vous mettez rien, comme ça il prendra tout. Évidemment en précisant le nom de la colonne plutôt que le numéro, ça marche aussi. Et lorsque j'utilise la construction avec le dollar, je mets simplement myData $taille et vous allez voir, vous avez exactement les mêmes résultats avec ces trois lignes de commande. Vous pouvez accéder à plusieurs colonnes exactement de la même façon. Ici on accède à toutes les colonnes sauf la 1 et la 2. Donc ça c'est exactement comme pour les vecteurs, je passe dessus directement. Alors, vous pouvez faire ça de façon plus intuitive ou en tout cas plus de la façon dont vous parlez avec la fonction subset. Ce que je veux dire par là, c'est que la fonction subset, ça vous permet vraiment de coder comme vous parlez. Pourquoi? Parce que ça dit je veux faire un sous-ensemble de myData en sélectionnant les colonnes taille et réponse. Donc c'est très littéral. C'est peut-être pas la façon la plus courte, c'est pas la façon la plus courte, c'est pas la façon la plus compacte, mais c'est la façon peut-être la plus user-friendly, on va dire, de procéder. Et donc comment ça fonctionne? Le premier argument de votre fonction subset, ça va être l'élément, enfin ça va être votre base de données
pour laquelle vous voulez calculer un sous-échantillon. Et ensuite, vous allez sélectionner là où les colonnes qui vous intéressent. Pour des lignes, je vais avoir exactement la même construction, à part que maintenant je travaille à gauche de la virgule. Donc à droite de la virgule, je ne mets rien parce que je veux l'entièreté des colonnes. Et je veux maintenant pour les individus 1 ou 2. Donc je travaille à gauche de ma virgule pour indiquer le vecteur 1, 2. J'en profite pour mentionner cette construction qu'on n'a pas précisée dans les autres vidéos, mais qui est mentionnée dans le livre HTML. Qu'est-ce que ça fait ça? Donc si j'exécute juste ce qui est surligné, en fait ça me crée un vecteur qui va de 1 jusqu'à 5. C'est une façon très facile, très compacte, de créer des séquences qui commencent à un certain point, qui se terminent à un certain point et qui ont un pas de 1. Donc, évidemment ça ne convient pas à n'importe quelle séquence, c'est pour ça qu'il y a la fonction sec qui est plus flexible, mais pour des trucs très basiques, c'est compact. Et donc ce que ça nous donne ici, ça va être tout simplement la sous-base de données qui correspond aux 5 premiers individus. Comme pour les vecteurs, on peut faire de l'indexation logique, alors c'est là que ça peut devenir un petit peu... C'est là que ça peut amener un peu de confusion. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis après j'expliquerai pourquoi on fait ça comme ça. On veut la base de données qui correspond, enfin la sous-base de données qui correspond aux individus qui sont de sexe masculin. Donc qu'est-ce que je fais? Je veux sélectionner des individus, je travaille donc à gauche de la virgule, et je veux sélectionner les individus sur base de quoi? Je veux sélectionner les individus sur base du test logique qui est ici. Ok, donc pourquoi c'est comme ça qu'on travaille? Donc myData$sex égale h, c'est un test logique. C'est un test logique qui est effectué sur un vecteur, myData$sex, ça c'est un vecteur. Donc continuons à disséquer tout ça. MyData$sex, enfin c'est même plutôt un facteur pour être précis, mais la logique est la même. Vous effectuez un test logique sur ce facteur, ça vous donne un vecteur avec des vrais et des faux. Vecteur de taille 10, pourquoi? Parce qu'il y a 10 individus. Et donc c'est bien du côté des individus que je vais travailler. C'est bien du côté des individus que je vais sélectionner. C'est bien donc du côté gauche de la virgule que je vais devoir appliquer tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai cette construction qui ressemble à ceci. Alors évidemment, vous pouvez faire ça en utilisant les autres façons de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que ici j'ai sélectionné la variable sexe en utilisant la construction avec le $. Je peux le faire aussi avec la construction où, par exemple, je nomme explicitement on va y arriver, la colonne sexe. Donc là, je lui dis égal h. Et si je n'ai pas fait d'erreur dans ma ligne, ça va donner exactement la même chose que ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, résumé, pour éviter de se perdre, posez-vous toujours la question, plutôt, essayez de disséquer votre raisonnement en deux parties, ce que je sélectionne et comment je le sélectionne. Ce que je sélectionne, est-ce que c'est des lignes ou est-ce que c'est des colonnes? Si c'est des lignes, vous travaillerez à gauche de la virgule. Si c'est des colonnes, vous travaillerez à droite de la virgule. Et puis après, comment vous sélectionnez? Et bien là, ça peut être sur base d'un test logique qui est sur base d'une colonne. Mais donc, essayez vraiment bien de vous poser cette question-là parce que sinon, vous allez vous perdre, vous allez sélectionner des lignes plutôt que des colonnes, vous allez travailler à droite de la virgule plutôt qu'à gauche. Donc, essayez vraiment, ou en tout cas dans un premier temps, de disséquer votre raisonnement en deux étapes. Vous pouvez encore une fois utiliser la fonction subset pour effectuer de l'indexation logique. Et encore une fois, c'est une façon assez littérale plutôt de travailler. Vous avez subset, c'est-à-dire un sous-ensemble de ma base de données basé sur une certaine condition qui est que sexe soit égal à homme. Et vous pouvez d'ailleurs mixer les conditions. Ici, on a sexe égale homme et le poids inférieur à la moyenne du poids. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sélectionner la base de données qui correspond aux hommes pour lequel le poids est inférieur à la moyenne. À la moyenne du poids global, hein, évidemment. Donc si vous vouliez qui ont un poids inférieur au poids moyen des hommes, il faudrait faire de la manipulation supplémentaire. Je précise juste parce que c'est le genre de truc que vous devrez faire en TP. Donc ici, c'est bien le poids moyen dans votre base de données. Ok, une chose importante à mentionner, c'est que vous voyez ici, à la ligne 68, quand j'ai fait ma sélection
sur base de l'indexation logique, j'ai dû mettre ma condition sur base de myData$sex. Puisque l'objet sexe en soi, euh, il n'existe pas. L'objet sexe n'existe pas. Il y a un objet sexe qui existe avec minuscule, mais c'est parce que j'ai créé un vecteur qui s'appelle sexe au début pour pouvoir créer ma base de données, mais l'objet sexe avec majuscule n'existe pas. Donc si je fais l'impasse de myData$ ici, que je mets juste sexe égale h, il va me dire que l'objet n'existe pas. Dans Subset, il n'y a pas besoin à chaque fois de retaper myData$, ce qui est quand même une belle économie, surtout quand vous avez des conditions comme celle de la ligne 77, où là vous devriez leur mettre myData$sexe, myData$poids, myData$poids. Euh, En fait, Subset attache automatiquement la base de données sur laquelle vous travaillez. Donc, il regarde le premier argument, il sait que c'est myData, et il se dit, bah, sexe, euh, d'office, c'est un objet, soit un objet qui existe déjà dans votre environnement, sexe avec minuscule n'est pas une colonne de ma base de données, mais c'est un objet qui existe dans mon environnement, donc évidemment ça va marcher, soit c'est une colonne de votre base de données, et il le sait lui-même. Donc, il réfléchit lui-même pour éviter de devoir retaper à chaque fois myData$. Bon, on a vu comment accéder à certaines sous-bases de données, à certains sous-échantillons de bases de données, que ce soit une ligne entière, une colonne entière, un sous-ensemble de la base de données. Maintenant, on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour ajouter des colonnes, des lignes, comment est-ce qu'on fait pour les transformer. On commence avec deux fonctions qui sont assez pratiques, c'est cbind et rbind. Donc bind, c'est pour quelque part coller, et C, ça va être pour column, R, ça va être pour row. Donc C, bind, ça va être pour coller base de données à base de données par les colonnes, et rbind, ça va être pour ajouter des colonnes, C bind, et rbind, ça va être pour ajouter des lignes. Ça va être pour coller deux bases de données sur base de leurs lignes. Euh, donc ici, on utilise cbind pour ajouter une colonne. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on ajoute, donc on fait cbind, et on va ajouter la colonne nom. Alors je veux l'ajouter en premier lieu, donc c'est pour ça que je mets d'abord nom et puis myData. Et la construction est la même que pour un data frame, c'est-à-dire, encore une fois, c'est pas un argument nommé ici vraiment, il n'y a pas d'argument nom dans la fonction cbind, c'est juste pour renommer par la même occasion la variable comme on l'avait fait pour sexe. Et donc vous voyez myData temp 1, c'est bien nom avec majuscule. On peut encore une fois utiliser les filtres pour s'amuser à visualiser notre base de données. On peut combiner deux data frames, pas juste ajouter une colonne. Ce que je fais, c'est d'abord créer un data frame où je stocke le nom et le grade de l'individu, et puis je vais faire cbind myData temp2, et là ça va être quoi? Ça fait exactement le même fonctionnement, à part que maintenant on a deux colonnes qui ont été rajoutées parce que les deux data frames ont été fusionnés sur base de leur. On a collé en termes on a rajouté des colonnes. Vous pouvez aussi ajouter des lignes. On passe maintenant à la fonction rbind. Le fonctionnement est le même, à part que maintenant vous allez vouloir coller un nouvel individu quelque part. Et donc ici on a un nouvel individu qui, myData, il y avait, je refais names myData pour vous repréciser le nom des différentes variables. Et donc il a une taille, un poids, une réponse et un sexe. Et donc c'est pour ça que je vais avoir ces différentes valeurs-là. Et donc si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Exactement la même chose, à part que maintenant je colle sur base d'une nouvelle ligne. Vous pouvez encore une fois combiner deux bases de données, le fonctionnement est le même que pour les colonnes, donc j'ai d'abord défini une nouvelle base de données. Il y a une précision quand même, donc je passe quand même le temps dessus. Pourquoi? Parce que myData temp 5, donc ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle base de données où j'ai ajouté deux individus sur base de rbind. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je dissèque un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a deux vecteurs, c'est 172,80 back f, ça c'est un premier individu, puis on a le deuxième individu ici. J'ai fait rbind entre ces deux vecteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va les coller, pour avoir deux lignes. Je pense qu'il me manque, oui, il me manquait une parenthèse.
Donc vous avez ceci. Et puis ensuite, vous créez un data frame sur base de ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon data frame. Et le problème, c'est que les noms ne correspondent pas au data frame que j'avais à la base. Donc si vous regardez les noms, je n'ai pas encore exécuté cette ligne-ci, mais si vous regardez les noms de ma nouvelle base de données, c'est x1, x2, x3, x4. Les noms de MyData, c'est pas ça. Et du coup, si je fais rbind, ça marche pas. Parce que les noms ne correspondent pas. Donc là, c'est très explicite. Euh, et donc, ce que je fais ici en ligne 97, c'est que je renomme sur base des noms de MyData. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, si vous allez voir, vous voyez maintenant que, évidemment, ils ont les mêmes noms. Et là, rbind va marcher. Donc, il y a cette étape supplémentaire à faire dans ce cas-ci. Alors, on va utiliser maintenant d'autres fonctions, en tout cas d'autres façons de faire, pour remplacer une colonne déjà existante ou pour ajouter une colonne sur base d'une colonne existante. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va rajouter la colonne poids G. Cette colonne n'existe pas encore, mais je peux utiliser la construction avec le dollar pour l'ajouter. Donc je vais créer une nouvelle variable poids G dans mon data frame myData avec cette formule-là, c'est tout simplement le poids en grammes, donc je prends poids fraction. Et vous pouvez le faire aussi avec l'autre construction, donc avec cette façon de faire-ci, et ici c'est le poids en tonnes. Et donc là, vous allez ajouter des nouvelles colonnes à votre base de données, comme ceci. Plus intuitivement, vous pouvez aussi travailler avec transform. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on a une grande commande. Je vais d'abord vous montrer le résultat. Vous voyez donc tout ça a été exécuté. J'ai 10 observations de 10 variables. Et on voit quoi? On voit que on a toute une série de variables qui étaient déjà préexistantes. Et puis, on voit qu'il a défini des nouvelles variables. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas mal de choses. Premièrement, c'est que, et ça n'a rien à voir avec transform, mais j'en profite pour le signaler. Ici, j'ai fait ma commande sur plusieurs lignes. Donc en fait, je passe à la ligne à chaque virgule, ce qui est tout à fait permis. Donc vous voyez qu'il fait lui-même, il y a à chaque fois un plus, parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose en plus, mais il le continue. Donc il passe à la virgule, il va à la ligne suivante, il continue, ligne suivante, continue, il continue, etc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour éviter d'avoir une ligne qui soit beaucoup trop longue, et donc ça nous permet de voir clairement quels sont les différents arguments de la fonction. Et donc ça, c'est un passage qui est assez pratique pour éviter d'avoir une ligne qui se surchargée. Alors, premier argument de transform, c'est comme subset, c'est la base de données sur laquelle vous allez travailler. Et ensuite, ici, vous voyez que je vais quelque part retravailler. Donc, on peut voir ce que c'était un MyData. C'était quoi MyData? C'était cette base de données où j'avais simplement ces 6 variables. Et en fait, il va prendre cette base de données-là et il va lui ajouter des nouvelles variables. Donc ici, vous voyez qu'il ajoute une nouvelle variable nom. Donc encore une fois, la construction ici, c'est juste pour changer le nom de la colonne. Ici, vous calculez un IMC, bon, pourquoi pas. Et vous calculez ces différentes choses. Je ne vais pas passer trop de temps sur le contenu de ça. Donc encore une fois, c'est important de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est des bons exercices que d'essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous ne comprenez pas, essayez d'abord de disséquer ce qui se trouve à l'intérieur. Et puis, si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à vous entraider ou à m'envoyer un email. Ce que je voulais préciser, c'est que le fonctionnement est exactement le même que pour Subset, dans le sens où vous ne devez pas à chaque fois retaper MyData$poids ou MyData$taille ici. Que fait Transform? Donc Transform a un nom qui peut porter à confusion dans le sens où il ne transforme pas MyData, il ne transforme pas l'objet MyData. L'objet MyData n'a pas changé après avoir appliqué la fonction Transform. Il faut toujours que je
que j'effectue une nouvelle assignation. Alors je peux assigner vers un nouvel objet, ce que j'ai fait ici. J'aurais pu réassigner sur MyData, et alors là, il aurait vraiment transformé MyData. Mais si je l'assigne vers un autre objet, ce que j'ai fait ici, il ne transforme pas MyData. Il crée une base de données qui est une transformation de MyData. Donc il faut pas, voilà, ça peut porter à confusion à ce niveau-là. C'est la fin du coup pour les data frames. On passe à un autre objet qui est ce qu'on appelle un table. Table, c'est un objet qui vient du package Tidyverse. Donc Tidyverse, en fait, c'est un super package dans le sens où il comprend d'autres packages en lui-même. Donc vous pouvez l'installer en lançant cette ligne-ci. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre du temps. De toute façon, il est déjà installé chez moi. Donc je ne fais que le charger dans mon environnement. Euh, et en gros, quel est le fonctionnement du table? Bah, exactement le même que celui du data frame. Et vous pouvez transformer un data frame vers un table ou un table vers un data frame en utilisant, bah, si vous voulez, ici MyData c'est un data frame, pour le transformer en table, vous faites table MyData. Alors évidemment la question qu'on se pose c'est quel est l'intérêt d'avoir un nouvel objet. euh, Déjà la première raison pour laquelle on voit ça c'est que c'est un objet que vous allez rencontrer. Dès que vous travaillez avec certains packages comme ggplot ou autres, les bases de données qui sont préexistantes, ce sont des tables. Donc déjà, pour éviter que vous ne compreniez pas la nature de cet objet, on prend du temps maintenant à expliquer que cet objet existe. Ensuite, les tables ont des avantages. Par exemple, lorsque vous tapez la base de données, vous avez seulement certaines observations. Et bon, ici, la base de données est petite, donc on a l'entièreté. Et l'affichage est directement plus agréable. Vous avez un affichage qui est plus agréable. On vous met les NA en rouge. Donc il y a toute une série de petites différences entre Table et DataFrame. Il n'y a pas besoin de les mettre en avant ici. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux objets existent et qu'en gros, leur fonctionnement est le même. Donc tout ce qu'on a dit pour les data frames s'applique pour les tables. Donc c'est juste que ici, lorsque vous faites str, il vous dit que c'est un table. En gros, c'est exactement pareil. Pour accéder aux colonnes, pour accéder aux lignes, pour changer des colonnes, pour changer des lignes, tout est pareil. Et pour changer un table vers un data frame, vous avez la fonction data.frame. Ok, deuxième partie de cette formation, enfin de ce chapitre, c'est comment trouver des données. Bon, évidemment, vous allez vouloir faire des analyses statistiques. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des données? Première façon, c'est de se baser sur des données qui existent dans des packages. Alors, comment savoir les données qui existent dans R? Ben, vous lancez la fonction data. Si vous lancez ça, vous allez avoir un onglet qui va s'ouvrir et qui vous dit en fait toutes les bases de données qui existent et qui vous précise dans quel package elles existent. Ici, on vous dit que dans le package dataset, vous avez toutes ces bases de données et vous avez plein de bases de données. Dans ggplot, vous avez des bases de données qui existent, etc., etc. Et il y a par exemple cette base de données Diamonds qu'on va utiliser tout au long du cours et qu'on va pouvoir utiliser maintenant. Les objets existent en R et sont utilisables un peu comme des fonctions, dans le sens où vous avez une aide aussi sur les bases de données. Et donc vous voyez que lorsque je fais point d'interrogation Diamonds, ou bien si j'avais été ici que j'avais mis Diamonds, vous allez avoir l'aide de votre fonction. Entre parenthèses, je précise juste que pour que ceci fonctionne, vous devez d'abord lancer le package ggplot2. Alors on ne l'a pas fait dans cette session-ci. Pourquoi? Parce que en fait ggplot2 fait partie de Tidyverse. Donc lorsque vous lancez Tidyverse dans votre session RStudio, vous lancez par définition ggplot2. Donc si vous aviez bien réussi à exécuter les deux lignes qui sont ici, il n'y aura pas de problème. Si par contre vous n'y êtes pas arrivé, bah, c'est normal qu'il y ait un problème. Et donc si vous allez voir dans l'aide qui est liée à votre base de données, vous voyez une description de la base de données. On vous dit qu'il s'agit de à peu près 54 000 diamants. Donc vous allez avoir 54 000, enfin un peu moins de 54 000 lignes, 10 variables. On vous précise le nom et une description pour ces différentes variables. Alors une chose qui est un peu perturbante, c'est que l'objet existe en R. Donc diamonds existe en R. D'ailleurs la preuve, c'est que si je fais diamonds $, je vois les différentes variables qui apparaissent. Je peux en sélectionner une et on voit les différents
on voit que le vecteur s'affiche correctement, donc ça veut bien dire que mon objet existe. Par contre, il ne s'affiche pas dans mon environnement. Donc, si je veux qu'il apparaisse explicitement dans l'environnement, je vais devoir euh, l'affecter à un nouvel objet. Donc ici, j'ai créé un objet de data auquel j'assigne la valeur de diamonds. Et là, vous voyez qu'on peut aller visualiser la base de données avec RStudio comme on l'a fait pour d'autres bases de données. Ok, donc évidemment, ça c'est une première chose, mais c'est pas ce que vous voudrez faire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous voudrez utiliser vos données. Et du coup, ce qui est intéressant en particulier à savoir, c'est comment importer des données. Ici, on le fait avec le fichier med.csv. Donc CSV, c'est un format qui revient très souvent au niveau des données. Donc c'est pour ça qu'on vous montre à travers cet exemple-ci ici. Donc, pour rappel, il faut que ce fichier soit dans votre répertoire de travail. Et pour l'ouvrir, on va utiliser la fonction read.csv qui prend plusieurs arguments. Ici, comme argument, vous allez avoir le nom du fichier, évidemment entre guillemets, avec l'extension. Et vous avez le séparateur. Alors ce qui est important, c'est de connaître du coup le séparateur qui est utilisé pour votre fichier. Le problème c'est que vous allez me dire, bon, je ne sais pas. Bon, ben, il suffit d'aller ouvrir le fichier, mais même si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours essayer par essai erreur. Donc là on ne précise pas. Donc il va utiliser le séparateur de base qui est la valeur par défaut du séparateur. Est-ce que c'est le bon? Et ben, il suffit d'aller voir. Hein. Est-ce qu'il a fait ça correctement? Non, il a fait n'importe quoi. Vous voyez bien que, en fait, si on va voir dans l'aide pour la fonction read.csv, vous voyez que, attention qu'il y a, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a l'aide en fait de plusieurs fonctions. Donc read.csv, c'est bien celui-ci, pas celui-là. Il vous dit que le séparateur de base, c'est une virgule. Donc il va croire que les colonnes sont séparées par des virgules, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est des espaces vides. Et donc c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Il y a des virgules nulle part, donc pour lui c'est qu'une variable. Donc comment est-ce qu'on corrige ça? On voit bien que par exploration, hop, c'est ça qu'il faut mettre, espace vide. Et donc en faisant ça, on va régler le problème. Vous voyez bien maintenant qu'il y a 6 variables et qu'il a fait son boulot correctement. Alors bon, ça c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser le menu de RStudio. Et ici je vous le montre explicitement. Vous allez dans Import Dataset, donc on va juste supprimer med pour que les choses soient claires. Zut. Donc ceci. Je vais dans Import Dataset, là vous avez deux possibilités, soit en utilisant le R de base et ça va être par ici, From Text Base, ou bien vous allez dans From Text Read R et ça c'est en utilisant un package de tidyverse. Faites ce que vous voulez, normalement les deux fonctionneront. Ici je vais utiliser le package Read R de tidyverse. Je sélectionne mon fichier, met.csv, et là vous avez directement un data preview. Et là vous avez évidemment la même bêtise puisqu'il utilise le séparateur qui est une virgule. Et là vous allez dans whitespace qui est le cas ici. Il met à jour et voilà, le reste ici il n'y a pas de problème. Il pourrait y avoir des problèmes, des choses à changer. Si par exemple ici vous voyez first row as name, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première ligne en fait c'est le nom des colonnes. Si c'est pas le cas, il faut le décocher. Ici c'est le cas, donc si je fais, voilà, si je fais pas ça, il fait n'importe quoi. Et donc vous voyez évidemment qu'il y a un code qui est généré, donc si vous voulez reprendre le code, il est là. Mais sinon, vous cliquez sur une porte et c'est fait. Vous allez voir que il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas d'erreur là-dedans, tout est bien. Et j'ai toujours mon med qui est créé comme je le voulais. Voilà, très bien. Donc ça c'est pour l'importation de fichiers de type CSV. Ça serait la même logique pour d'autres types de fichiers. Maintenant, une question que vous pouvez vous poser, c'est j'ai travaillé un jour et j'ai envie de sauvegarder mes objets R. Donc j'ai un objet en particulier. Donc, et on va se mettre dans un contexte ici où je vais quand même enlever tout ce qu'il y a dans mon environnement à l'heure actuelle. Juste pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de choses à sauvegarder par la suite. On fait un peu le ménage. Donc j'ai ces différents objets qui sont créés, il y a une fonction, il y a une base de données, il y a des vecteurs. Et l'idée c'est qu'on veut sauvegarder certains de ces objets dans un fichier qui est propre à R, en fait qui va être dans un format R, c'est un fichier RDA. Et comment est-ce qu'on fait? En utilisant tout simplement la fonction save, qui vous permet de sauvegarder des objets R que vous choisissez, et donc vous les indiquez, séparés par une virgule.
Et à la fin, vous devez bien mettre file égale, vous devez bien mettre le nom de l'argument, sinon il croit encore que c'est un objet à sauvegarder. Euh, File égale le nom du fichier suivi de l'extension RDA. Donc évidemment, ça c'est un fichier qui n'existe pas encore, hein. Euh, donc c'est un fichier, je vais pas mettre file égale MFI, je vais mettre sauvegarde. Et donc on va faire ceci, hop, il a sauvegardé, vous pouvez aller voir dans votre YouTube au bon endroit. On va aller assez vite au bon endroit. Vous voyez qu'un fichier RDA a été créé ici. On peut le charger, alors on peut le charger directement, je vais supprimer mon environnement ici. Hop, comme ça je suis sûr que ça fonctionne bien. Vous allez là, il vous dit est-ce que vous voulez bien charger? Oui. Et vous voyez que ce qui a été sauvegardé, évidemment pas le reste, a été chargé. Ou bien vous utilisez la fonction load qui est très facile d'utilisation. Encore une fois, tout ça fonctionne parce que je suis en train de travailler dans mon répertoire de travail, sinon il faut à chaque fois réécrire l'entièreté du chemin de fichier. Je réexécute tout, pourquoi? Pour vous montrer que vous pouvez aussi sauvegarder l'entièreté de l'environnement. Donc là, il ne faut pas évidemment retaper tous les noms des objets à sauvegarder. Vous mettez simplement save.image et entre guillemets le nom du fichier comme avant. Et donc vous allez sauvegarder tous les objets directement qui sont dans votre environnement. Voilà, du coup ceci clôture l'apprentissage des bases de données et donc du chapitre 4 de votre livre HTML.